Anthropologie sociale et culturelle, partie 1. Introduction, qu'est-ce que l'anthropologie? Le mot anthropologie vient des mots anthropos, signifiant l'être humain, et logos, signifiant le discours raisonné. L'anthropologie sociale et culturelle est une science de l'être humain comme être social et culturel. Elle se distingue de l'anthropologie physique ou paléontologie qui s'intéresse principalement à l'évolution morphologique de l'espèce humaine. L'anthropologie sociale et culturelle a le même objet d'étude que la sociologie, puisque l'une et l'autre appartiennent au champ des sciences sociales qui répondent à des exigences propres. D'une part, les sciences sociales sont les sciences historiques et non des sciences expérimentales comme la psychologie sociale. Les sciences sociales étudient l'action humaine en contexte et non dans les conditions artificielles d'un laboratoire. Il y a de bonnes raisons à cela. Les phénomènes sociaux sont le produit de configurations historiques qui sont complexes et singuliers et qui ne se reproduisent jamais à l'identique. Par exemple, les divorces, les rites religieux, les changements d'origine politique. Pour rendre compte des phénomènes sociaux, les chercheurs en sciences sociales s'efforcent de les restituer dans différents processus qui les font apparaître et d'interroger le sens qu'ils revêtent pour les personnes qui les produisent. D'autre part, les sciences sociales se veulent empiriques et par contraste avec la philosophie ou le droit. Comme les philosophes et les juristes, les chercheurs en sciences sociales peuvent proposer des analyses purement théoriques ou normatives, ce qu'on appelle des essais. Mais pour que leurs analyses soient reconnues comme des travaux de recherche, elles doivent reposer sur des matériaux tels que des statistiques, des entretiens, des observations ou des documents d'archives. C'est la robustesse de ces matériaux empiriques qui est évaluée. On peut en déduire que les sciences sociales ne sont pas en elles-mêmes moins exactes ou plus molles que les sciences expérimentales. Elles sont soumises à une même exigence d'adéquation aux réels sensibles. Elles saisissent les phénomènes sociaux dans leur contexte, ce qui les amène à recourir à d'autres méthodes de recherche et d'interprétation que les expériences de laboratoire. Autrement dit, elles occupent en tant que sciences historiques un espace de scientificité qui leur est propre. Qu'est-ce qui caractérise la discipline anthropologique ? On a longtemps identifié l'anthropologie par contraste avec la sociologie, par son objet comme l'étude des sociétés primitives ou traditionnelles, c'est-à-dire en marge de la civilisation ou de la modernité occidentale, telle que l'on pouvait se la représenter au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Autrement dit, les sociologues étudient l'Occident et les anthropologues étudient le reste. Aujourd'hui, si on en juge par les recherches que mènent les anthropologues et les sociologues, cette division du travail scientifique par l'objet type de société qu'ils étudient n'a pas totalement perdu sa pertinence. Les anthropologues restent plus nombreux que les sociologues à s'aventurer en dehors de leur propre pays et plus généralement des grandes villes. Mais cette différence entre les deux disciplines a perdu beaucoup de son évidence depuis les années 50 pour plusieurs raisons. D'une part, le partage entre société moderne et société traditionnelle a été remis en question. D'autre part, un nombre croissant d'anthropologues ont mené leurs recherches en milieu urbain, tant dans les pays du Sud que les pays du Nord. On n'est plus surpris de voir des anthropologues étudier les marchés financiers ou les grandes organisations internationales. Enfin, l'anthropologie, comme la sociologie, s'est fortement internationalisée. Les grands congrès accueillent désormais des anthropologues de tous les continents. Pour ces différentes raisons, l'anthropologie ne peut plus être définie par le type de société ou de région du monde qu'elle prend pour objet. En revanche, elle peut continuer à être distinguée des autres sciences sociales sur base de son approche du monde social. Si une société donnée peut être étudiée par différentes sciences, celle-ci ne l'aborde pas à partir du même angle d'analyse. L'angle d'analyse de l'anthropologie se fonde sur 3 piliers. Le premier, la méthode du terrain ethnographique. La deuxième, une approche qui accorde une importance centrale à la dimension culturelle. Et la troisième, un horizon comparatif qui, de proche en proche, englobe l'humanité entière. Point A, le terrain. La spécificité de l'anthropologie repose dans une large mesure sur le terrain ethnographique, qui consiste à partager la vie quotidienne des personnes à étudier. Le modèle canonique de cette démarche a été fourni par Malinowski dans l'introduction de son ouvrage qui a été publié en 1922. Réaliser un terrain ethnographique implique de se couper de la société des Blancs, s'installer longtemps dans un village, être le plus proche possible des indigènes en apprenant leur langue. Il faut tenir compte du contexte colonial dans lequel Malinowski a mené sa recherche. À l'époque, les anthropologues se contentaient de vivre chez le Blanc le plus proche et de se rendre au village avec un interprète pour interroger les indigènes. La démarche préconisée par Malinowski n'impliquait rien de moins que de franchir la barrière raciale au fondement de la domination coloniale pour vivre avec les hommes et les femmes que l'anthropologue voulait étudier.
De nos jours, les anthropologues ne mettent plus exclusivement leur terrain dans les villages, dans les pays coloniaux ou post-coloniaux. Ils n'ont pas nécessairement l'opportunité de vivre en permanence avec les personnes qu'ils étudient, et ils travaillent sur leur propre pays car ils n'attachent sans doute pas une aussi grande importance au fait de se couper de leurs semblables. Le principe de la démarche lancée par Malinowski reste valable. Il s'agit autant que possible de partager la vie ordinaire du groupe, ce qui implique de passer du temps avec ses membres, d'apprendre leur langue et de tisser des relations personnelles avec eux. Une telle démarche va au-delà des interactions verbales isolées dans les enquêtes, par entretien ou par questionnaire. Le terrain ethnographique ne constitue pas à proprement parler une méthode. Il vise à mettre le chercheur dans une situation sociale engagée et qui lui permettra de comprendre les pratiques et les discours du groupe qu'il étudie, avec une sensibilité qui est particulièrement aiguisée. L'accent est surtout mis dans le cadre des données non sollicitées, c'est-à-dire les conversations ordinaires et les situations de la vie quotidienne. Mais le terrain implique aussi le recours à d'autres méthodes classiques en sciences sociales, telles que les entretiens, les questionnaires, les sources écrites. L'enquête de terrain se caractérise comme une expérience d'immersion, au cours de laquelle le chercheur a l'opportunité de mobiliser l'ensemble de la boîte à outils des sciences sociales. Cet éclectisme méthodologique du terrain ethnographique offre 3 avantages. Le premier, pratique et discours non officiels. Le terrain permet de saisir le monde social à partir de différents angles de vue, du fait que ce qu'une personne dit au chercheur lors d'un entretien peut différer de ce qu'elle a dit à ses proches lors d'une discussion ordinaire, et de ce qu'elle fait en pratique. Il permet d'enrichir notre compréhension du monde social. Deuxième, la diversité des domaines d'action. Le terrain ne se limite pas à un seul domaine de la vie sociale comme le travail, la famille ou les loisirs. Il autorise le chercheur à comprendre comment les activités des individus dans ces différents domaines s'influencent réciproquement et à développer une analyse plus englobante du phénomène qui est pris pour objet. Point 3. Le monde social en train de se faire. Le terrain offre l'opportunité d'étudier comment le monde social est en train de se faire à un niveau d'analyse plus fin que celui partant du développement de forces abstraites, comme le capitalisme, ou d'entités désincarnées, comme l'État. Dans une perspective ethnographique, ce ne sont pas les forces ou les entités qui font l'histoire, mais les hommes et les femmes. La démarche ethnographique offre l'opportunité de dégager les processus concrets de structuration sociale, les changements économiques, politiques et sociaux. Se lancer dans un terrain ethnographique est une entreprise exigeante, qui implique de se familiariser avec une langue, une culture, une histoire, mais aussi de vivre dans un monde social donné. Il faut accepter de se trouver dans une position de demande vis-à-vis de ses interlocuteurs, d'être parfois le témoin de pratiques ou de discours qui vont à l'encontre de ses propres convictions morales et de vivre des situations parfois difficiles de privation, d'absence d'intimité ou de remise en cause par ceux qui nous accueillent. Si l'anthropologue doit se faire accepter pour réaliser sa recherche, il n'est pas nécessaire qu'il fasse partie intégrante du groupe qu'il étudie ou qu'il devienne lui-même un indigène. Les anthropologues peuvent être amenés à réaliser un terrain dans des groupes dont ils veulent faire partie ou ils ne veulent pas faire partie. Par exemple, des unités de police, des dealers de drogue. La valeur du terrain réside dans la qualité des matériaux qu'il a donné l'opportunité de produire et non dans la force des liens qu'il a permis de tisser. Le chercheur se rend avant tout sur le terrain avec l'ambition de construire une œuvre empirique et théorique, quelle que soit la richesse de l'expérience personnelle. Point B. Approche culturelle. Si une certaine importance est donnée à l'apprentissage de la langue dans le terrain ethnographique, c'est parce que celui-ci doit conduire à mieux comprendre la culture des personnes qui l'étudient. Il s'agit de saisir le point de vue de l'indigène, ses rapports avec la vie, sa vision du monde. Ce deuxième trait caractéristique de l'approche anthropologique implique de prêter une attention particulière aux termes que les acteurs utilisent pour qualifier le monde dans lequel ils vivent et de dégager les significations que ces termes ont pour eux. Cette volonté de comprendre le sens de l'action du point de vue des acteurs a longtemps été associée au principe de relativisme culturel dont la discipline fut le principal promoteur dans la première moitié du XXe siècle. Le relativisme culturel affirme que les différences observées entre les sociétés humaines résultent des différences de culture, c'est-à-dire de leur histoire respective, et non des différences de nature de constitution physique ou raciale. De manière corollaire, ce principe implique que les cultures des différentes sociétés humaines sont équivalentes et méritent d'être traitées comme telles. Adopter une posture relativiste suppose de refuser de juger le comportement d'autrui pour chercher à le comprendre à partir de son propre point de vue et de son histoire individuelle et collective. Dans la première moitié du XXe siècle, le relativisme culturel se voulait un antidote contre l'ethnocentrisme, qui consiste à évaluer le comportement d'autrui à partir de ses propres valeurs culturelles.
Par exemple, considérer les pratiques agricoles des habitants africains comme étant arriérées ou caractériser leur discours sur la sorcellerie comme des superstitions, c'est adopter un point de vue ethnocentrique. Dans une logique relativiste, les valeurs propres à une culture ne peuvent être prises comme modèle universel du développement humain et utilisées pour hiérarchiser les sociétés humaines entre elles. Ces dernières doivent être saisies dans leur singularité historique, et l'humanité dans son irréductible diversité. Cependant, il est admis que le relativisme culturel pose une série de problèmes. Est-ce qu'il ne conduit pas à faire du concept de culture non plus seulement un outil descriptif, mais un facteur causal à part entière ? La diversité des cultures n'est-elle pas limitée par les contraintes que pose l'appareil cognitif commun au genre humain ? Comment rendre compte du développement technologique et scientifique et des différences réelles du pouvoir qu'il rend possible ? Peut-on tout justifier, y compris la torture, le racisme ou la dictature au nom de la différence de culture ? En raison de ces difficultés, rares sont les anthropologues disposés à défendre le relativisme culturel sans qualification. En revanche, ils continuent à placer au cœur de leur démarche l'analyse de la dimension culturelle de l'action, c'est-à-dire du sens que l'action revêt en fonction du contexte. Cette approche culturelle n'implique pas nécessairement d'accepter ou de considérer comme légitimes les pratiques et représentations du groupe social étudié. Un chercheur peut chercher à comprendre pourquoi et comment des personnes s'engagent dans un groupe d'extrême droite, par exemple, sans pour autant adhérer à l'idéologie de ce groupe. En revanche, elle ne peut faire l'économie d'une réflexion critique sur les rapports du pouvoir qui sous-entend les pratiques et représentations en question, ainsi que sur leur distribution sociale. Point C, une ambition comparative. La troisième caractéristique de l'anthropologie est son ambition comparative. Vu leur prédilection pour la démarche de terrain et les exigences que celle-ci impose, la majorité des anthropologues réalisent leurs recherches sur des collectifs localisés et de petite taille, avec lesquels ils peuvent entretenir des rapports plus ou moins continus et intenses. Mais la discipline est également traversée par une ambition comparative. On a pu, dans le passé, établir une distinction entre ethnographie, ethnologie et anthropologie, en les traitant comme des opérations successives dans le processus de la recherche, comme le suggère leur étymologie. Ethnographie renvoie à la description d'une société. Ethnologie renvoie à l'analyse de cette société avec un corpus théorique, historique ou ethnographique plus large. L'anthropologie renvoie à une science comparative des sociétés à l'échelle de l'humanité. Donc, en passant de l'ethnographie à l'ethnologie, puis à l'anthropologie, le chercheur resituerait ces matériaux dans un cadre plus large et pourrait monter en généralité. La grande majorité des anthropologues font de l'ethnographie et de l'ethnologie. Cependant, de nos jours, la majorité des anthropologues utilisent ces termes de manière équivoque, sans y prêter réelle attention. Il y a de bonnes raisons de ne pas durcir la distinction entre ethnographie, ethnologie et anthropologie. Toute description ethnographique repose sur une comparaison implicite avec la société de l'observateur et une certaine conception de l'être humain, une anthropologie. Par exemple, lorsqu'un anthropologue étudie la parenté dans une société du Pacifique, il suppose qu'il y a dans cette société un domaine de pratique et de discours que nous pouvons qualifier de parenté, un mot français pour lequel les membres de cette société n'ont sans doute pas d'équivalent exact, mais qui peut être employé à des fins de comparaison, que celle-ci représente un universel dont il est possible d'identifier les structures, les règles et les variations. Autrement dit, de faire une théorie générale, la description elle-même implique une comparaison implicite et une anthropologie, puisqu'on utilise le terme parenté, on établit une comparaison entre le domaine de pratique et de discours que l'on observe avec nos propres pratiques dans notre société. On vise à contribuer à un champ d'analyse qui porte sur la parenté et qui renvoie à un ensemble de théories sur ce qu'est la parenté du point de vue anthropologique. Dans toute l'ethnographie, il y a déjà de l'ethnologie et de l'anthropologie. Les anthropologues se concentrent sur un seul groupe social, mais ils font quand même des comparaisons à différentes échelles. Par exemple, entre différents villages d'une même société, ou avec les travaux de collègues sur le même sujet ailleurs dans le monde, ou encore entre les pays d'un même continent. À chaque fois, le but de ces comparaisons est de dégager les processus susceptibles de rendre compte des différences et des similitudes. Les comparaisons font donc partie intégrante de l'analyse. Si la comparaison peut être conduite à différentes échelles, ce n'est que lorsque celle-ci vise à interroger le rapport entre unité cognitive de l'être humain et diversité des cultures qu'elle renoue avec le projet intellectuel aux origines de la discipline et que le mot anthropologie prend tout son sens en tant que science de l'être humain. Point D. Conclusion. L'anthropologie est une science historique, non expérimentale et empirique.
c'est-à-dire non spéculative ou normative, et à ce titre, elle ne se distingue pas de la sociologie ou de l'histoire. Elle couvre un champ géographique et thématique large, qui ne se limite à aucun type de société. Ceux qui la pratiquent revendiquent une approche particulière du monde social, qui est étroitement liée à la démarche du terrain ethnographique. C'est une approche qui attache une importance particulière aux pratiques et aux discours tels qu'ils se manifestent dans toute l'épaisseur de la vie quotidienne, au sens que les personnes étudiées donnent existence et à la compréhension des similitudes et des différences que ces formes de vie manifestent à différentes échelles, que ce soit dans l'espace ou dans le temps. Si les travaux qui reposent sur cette approche portent généralement sur des groupes localisés de petite taille, ils proposent un point de vue qui est riche et original pour réfléchir et contribuer au grand débat de notre monde contemporain. Chapitre 1 – Anthropologie évolutionniste. Les présupposés de l'évolutionnisme culturel ont été remis en cause dans le courant du XXe siècle. Il est important de revenir sur ce courant historique pour deux raisons. L'évolutionnisme a joué un rôle pivot dans l'histoire de la discipline. D'abord, il a contribué à sortir l'anthropologie du champ de la spéculation philosophique auquel elle appartenait encore au XVIIIe siècle pour faire de l'anthropologie une science empirique qui cherche à construire les premiers temps de l'humanité à partir des sources à disposition. Ce sont ces intellectuels du XIXe siècle qui ont fait entrer l'anthropologie dans les sociétés savantes, les musées et les universités. Ensuite, que ce soit en Grande-Bretagne, aux USA ou en France, c'est dans une large mesure contre l'évolutionnisme que les chercheurs du début du XXe siècle se sont efforcés de construire l'anthropologie moderne, pour mieux comprendre ensuite les orientations qui seront données à la pensée anthropologique du XXe siècle et qui constituent le cœur de ce cours. Elle a contribué à légitimer les présupposés coloniaux qui ont eu une influence durable sur la manière de penser les gens qui résident dans les territoires coloniaux ou aujourd'hui postcoloniaux. Si l'évolutionnisme est considéré comme une théorie dépassée et moralement problématique, il continue à sous-tendre le discours du développement et plus largement ce que nous pourrons appeler l'anthropologie populaire. Donc, la manière dont les sociétés non occidentales sont encore souvent appréhendées aujourd'hui en Europe et en Amérique du Nord. Il n'est pas inutile de revenir sur ce courant pour mieux déconstruire les présupposés, compte tenu que ceux-ci sont encore parmi nous aujourd'hui comme étant des stéréotypes. Point A. Aux origines de l'anthropologie. Il est généralement admis que l'anthropologie est devenue une science empirique au XIXe siècle, quand bien même ce qu'il est convenu d'appeler l'anthropologie moderne n'a vu le jour qu'au XXe siècle avec l'établissement du terrain comme méthode de la compréhension culturelle comme approche. Il va de soi que l'étude comparée des peuples est plus ancienne que le XIXe siècle. Quelles sont les origines du savoir anthropologique au sens large ? Nombreux sont ceux qui remontent aux récits de voyages de l'Antiquité, du Moyen-Âge ou de la Renaissance. Après tout, Hérodote, au 5e siècle avant Jésus-Christ, n'a pas seulement livré un compte-rendu des guerres entre les cités grecques et l'Empire perse, qui lui a valu d'être intronisé, père de l'histoire, il a également offert une description de différents peuples avec lesquels il avait voyagé. Il pourrait donc être considéré comme le père de l'anthropologie. La problématique au cœur de l'anthropologie, qui est celle de penser en même temps l'unité de l'homme et la diversité des peuples, ne prend forme que dans les débats philosophiques du XVIIIe siècle. C'est à cette époque que l'anthropologie s'affirme comme un domaine de savoir spécialisé, celui d'une science comparative de l'être humain. Dans le Dictionnaire universel des sciences morales, Jean-Baptiste Robinet, en 1778, définit l'anthropologie comme suit. Branche importante de la science philosophique qui nous fait connaître l'homme sous ses différents rapports physiques et moraux. Elle nous apprend à connaître l'origine de l'homme, les divers états par lesquels il passe, ses qualités ou affections, ses facultés ou actions, pour en déduire la connaissance de sa nature, de ses relations, de sa destination et des règles auxquelles il doit se conformer pour y répondre convenablement. Comme le suggère cette définition, au principe même de la nouvelle science se trouve l'idée que si l'être humain existe depuis des millénaires, il existe un être totalement méconnu. Nous devons encore tout apprendre de sa nature. Pour étudier la nature humaine, il faut laisser la providence divine à l'arrière-plan pour se concentrer sur les facultés propres de l'être humain et les circonstances dans lesquelles ces facultés se développent. Au fondement des histoires universelles de l'humanité au XVIIIe siècle se trouve la conviction qu'il y a une nature humaine, quels que soient ses fondements, et que celle-ci est partout semblable. Les différences entre peuples ou entre nations doivent alors être expliquées à partir de l'articulation entre les conditions environnementales, ce que l'on appelait le climat, et la capacité des peuples à développer les potentialités du genre humain. Fondement théorique d'une science de l'être humain.
Les philosophes du XVIIIe siècle ont produit à partir de ce socle théorique commun plusieurs grandes fresques anthropologiques. Bien qu'ils avaient accès à une vaste littérature de voyage, ils faisaient peu usage de ces témoignages qu'ils jugeaient peu fiables. Ils préféraient recourir à la spéculation, comme Rousseau par exemple, ou mettre en scène un sauvage pour offrir des leçons de sagesse et de simplicité. Les peuples sauvages servent avant tout de prétexte pour dénoncer ou glorifier la civilisation occidentale. Leur existence réelle n'a aucune importance en elle-même, raison pour laquelle elle est caractérisée par l'absence. Ces sauvages sont sans loi, sans écriture, sans propriété, sans agriculture, sans marché, etc. Seule l'appréciation de cet état de privation originelle change. Celui-ci étant tantôt condamné, mauvais sauvage, tantôt exalté, bon sauvage. L'objet de débat dans cette réflexion philosophique du XVIIIe siècle n'est pas la condition des peuples qui ont pris pour exemple, mais bien le bonheur du civilisé. Point B, le développement de la civilisation. Ce que nous appelons aujourd'hui évolutionnisme correspond à une certaine conception de l'histoire de l'humanité comme un développement universel et unilinéaire tendu vers le progrès. L'évolutionnisme culturel ou l'évolutionnisme en anthropologie ne dérive en aucune façon de la théorie de l'évolution de Darwin. D'abord, lorsque Darwin retrace la dynamique du vivant, il ne la présente pas comme une évolution tendue vers le progrès, mais comme un arbre de transformation aux multiples ramifications. Le mot évolution ne doit pas prêter à confusion. D'autre part, lorsque Darwin aborde la question de la civilisation humaine, il s'inspire des anthropologues évolutionnistes pour la penser comme un développement unilinéaire en plusieurs stades. Darwin a été davantage influencé par les anthropologues et les sciences humaines en général que l'inverse. Dans l'évolutionnisme anthropologique ou évolutionnisme culturel, les sociétés humaines conçues comme des entités plus ou moins fermées sur elles-mêmes avancent à leur propre vitesse le long d'une seule et même échelle du développement culturel. Certaines sont en avance et d'autres en retard. Dans la continuité des philosophes du XVIIIe siècle, les anthropologues évolutionnistes du XIXe proposaient une classification des sociétés humaines en 3 stades de développement. Le premier, le stade primitif, le deuxième, le stade de la barbarie, et le troisième, le stade de la civilisation incarnée par l'Occident. Au cœur de ce processus se trouve la raison, entendue comme une capacité de maîtriser, contrôler les forces de la nature, la science et la technique, de la société, État et loi, et de son corps, la sexualité et la civilité. C'est cette faculté universelle de maîtrise, de contrôle de la nature, qui est possédée à des divers degrés par les sociétés humaines qui détermine la course du développement des sociétés primitives aux sociétés industrielles occidentales au XIXe siècle. Edward Taylor, une des figures de proue de l'anthropologie évolutionniste en Grande-Bretagne, écrit ainsi: « Aussi loin qu'il nous est possible de suivre la culture matérielle et intellectuelle, le fait se vérifie. L'observation des lois physiques du monde et le pouvoir qui l'accompagne d'adapter la nature aux fins de l'homme sont des facultés peu développées chez les sauvages, un peu plus avancées chez les barbares et qui sont arrivées à leur degré le plus élevé chez les nations policées modernes. La transition de l'état sauvage au nôtre serait donc en réalité ce progrès des arts et des sciences qui est un des éléments ordinaires du développement de la culture. Comme ce passage le montre, l'accent est fortement mis dans cette conception de l'histoire de l'humanité sur le développement des techniques et des sciences et le contrôle de la nature qu'elles permettent. Point C. La société archaïque. La tentative la plus aboutie dans ce sens, celle de L. H. Morgan, un Américain qui avait représenté les Sénécas dans un conflit foncier contre les colons, ce qui l'avait amené à s'intéresser aux cultures amérindiennes et à publier un ouvrage sur l'évolution des terminologies de parenté avant de se consacrer à ce qui est considéré comme sa principale contribution à l'anthropologie et qui s'intitule « La société archaïque » qui est publié en 1877.